Il est 13 h. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. La session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a pris fin à Dakar. Les chefs d'État, dont le président Patrice Talon, y ont abordé la question du financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace. Les pays membres de l'autorité de gazoduc de l'Afrique de l'Ouest sont en réunion à Cotonou. Objectif, étudier les rapports et communications, notamment le projet de l'unité flottante initié par le Bénin. Et puis, la direction départementale du tourisme de l'Alibouri organise son premier festival des activités ludiques. Au menu, des compétitions de Scrabble, du jeu de dames et de l'Awali. La session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenue hier au Sénégal sous la houlette du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de l'Union. Le financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA a été au cœur des échanges. Plusieurs chefs d'État, dont le président Patrice Talon, ont répondu présents. Les précisions avec Ricardo Loïc Pécou. Le président Patrice Talon a été accueilli par son homologue du Sénégal, Macky Sall. Prenant part à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le chef d'État béninois va contribuer aux côtés de ses pairs à travers des réflexions de qualité à une lutte efficace contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. Ce sommet d'une journée se penche notamment sur les modalités pratiques de mobilisation du fonds destiné à la lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. Il s'agit donc pour le président Patrice Talon et les autres chefs d'État de l'UEMOA de prendre des engagements forts et d'agir ensemble en vue de faire face aux défis sécuritaires qui se présentent à l'Union. Les performances économiques de l'UEMOA ont connu une évolution positive dans de nombreux domaines, tels que la sécurité alimentaire, l'énergie, les infrastructures, où des chantiers majeurs ont été portés personnellement par les chefs d'État. Il nous faut renforcer ces acquis par un financement durable de nos économies afin de préserver la qualité et la soutenabilité de notre dette et surtout veiller au maintien de la paix et de la sécurité indispensable au développement de notre espace communautaire. Ce sommet de Dakar permet donc aux chefs d'État et de gouvernement d'accélérer l'institution d'un fonds régional de sécurité en vue de mobiliser des ressources au bénéfice de la lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire. Dans son discours d'ouverture de cette conférence, le président Alassane Ouattara a souligné l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et a salué les initiatives prises qui concourent à rendre plus opérationnel le G5 Sahel. Je salue notre engagement lors de la session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Ouagadougou le 13 septembre 2019 de mobiliser des ressources propres à hauteur de 1 milliard de dollars, soit 500 milliards de francs CFA au taux habituel, pour le financement de la sécurité dans l'espace communautaire de la CEDEAO. S'agissant des pays de l'UEMOA, les présidents du Sénégal et du Bénin, que nous avons mandatés pour la mise en œuvre pratique de cet engagement, ont tenu le 3 octobre 2019 à Dakar une réunion avec les ministres des Finances et de la Défense de l'Union sur la mobilisation des ressources pour le financement de la lutte contre le terrorisme. Ce sommet est celui de nombreux espoirs quant à la recherche de moyens de financement alternatifs et durables pour la stabilité, la paix et la sécurité au sein de l'espace communautaire. Pour leur part, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA s'y sont engagés encore un peu plus à Dakar.
Et à l'occasion de cette conférence internationale sur le développement durable et la dette, le chef de l'État Patrice Talon a abordé la question de la soutenabilité de la dette en Afrique. Il a défendu la cause des pays du continent. Un discours fortement salué sur la toile et aussi par les Béninois. Je vous propose de les suivre au micro de l'Inaïk Agbazaou. C'est un monsieur qui maîtrisait totalement son sujet et qui s'exprimait aisément par rapport autour de ce sujet-là. Il ne cherchait pas les idées, il ne cherchait pas les mots. Et donc, quand il dit de façon claire et de façon aussi courageuse que les instances fêtières encadrant les transactions financières dans le monde ne jouaient pas pleinement leur rôle pour permettre au continent africain donc de faire des investissements productifs, il a complètement raison. Il maîtrise les questions en termes donc de finances et de l'économie sur le plan du développement à l'international. Les questions de marché à l'international, sur les questions de finances, sur les questions de loyer d'argent et sur les questions de l'eau et de l'énergie, surtout lorsque vous êtes un homme d'affaires, il n'y a rien à faire, vous devriez les maîtriser, il n'y a rien à faire. Je pense que c'est ce que le chef de l'État a démontré. Et en soutenant les dettes d'abord dans la sous-région par rapport aux institutions spécialisées internationales, donc le FMI et la Banque mondiale, qui nous passent de l'argent sur les questions de développement. Lorsque vous ne comprenez pas, lorsque vous êtes dans les emprunts au niveau donc, du commerce, il y a une large différence entre les emprunts du commerce et les emprunts du développement. Il faut être vraiment audacieux pour dire tout ce qu'il a dit à une rencontre du genre. Et je crois qu'il a su dire tout haut ce que certains chefs d'État pensent certainement tout bas. Et il faut vraiment que l'Afrique se réveille, comme il a dit. Or, si les institutions chargées de financer donc, les grands projets de développement ne limitent pas ces contraintes-là, à savoir la durée de prêt, et puis en sachant pertinemment que le taux de dette, un État ne peut pas dépasser un taux de dette, et qu'on limite les dettes dans le temps, et à 10 ans, 15 ans. Je crois que c'est maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Le contenu est extrêmement brillant. Et présenté par un homme aussi brillant, ça ne peut être que absolument parfait. Et le développement que le président a fait en des termes extrêmement percutants, avec tout le courage, toute l'audace qu'on lui connaît, ça laisse rêveur. Partout dans l'Afrique, c'est salué. Ça suppose que nous avons un chef d'État qui a une vision, c'est un manager, c'est une nouvelle façon de penser. Il est de la catégorie des Paul Kagame. Il a dit que c'est un monsieur pragmatique. Et quand n'oubliez pas qu'il vient du milieu financier, enfin du monde privé. Et donc, il n'est pas dans les discours creux. Il pose les mots sur les préoccupations sociales et cruciales de l'Afrique. Et dans ce sens-là, il faut saluer, il faut savoir apprécier. Et j'ai compris qu'il faisait une doléance. Au fait, d'aucuns peuvent ne pas le comprendre, mais c'est des doléances qu'il a faites donc, au niveau à l'endroit donc du FMI et de la Banque mondiale pour qu'ils puissent nous alléger véritablement la tâche. Parce que lorsque vous faites un emprunt d'une grosse envergure qui parle donc des questions de développement, ça doit être véritablement sur de long terme. Lorsque nous parlons des dettes sur 10 ans, 15 ans, c'est des trucs à court terme ou à moyen terme. Et ça doit dépasser minimum 30 ans pour permettre aux nations que nous sommes, avec les difficultés que nous vivons dans la sous-région, de nous permettre de nous développer avec des taux plus allégés. Ce qu'a dit le président béninois mérite d'être soutenu par ses pairs. Ce n'est pas une lutte pour le président Patrice Talon, c'est une lutte pour l'émergence de l'Afrique. En fait, la preuve est définitivement établie que le président Talon est un excellent président, un leader extrêmement charismatique. On le connaissait réformiste, parce que c'est lui qui a sorti le Bénin de sa léthargie socio-politique. Il se pose désormais comme le révolutionnaire, c'est-à-dire l'homme positif qui ose ébranler des certitudes tranquilles.
Au Sénégal, la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a bouclé ses travaux. Entre autres, les chefs d'État et de gouvernement de l'espace ouest-africain se sont invités à une synergie d'action dans les luttes engagées pour le maintien de la paix et de la sécurité. Nous vous proposons de suivre le communiqué final présenté par le président de la commission de l'UEMOA. Examinant la situation sécuritaire de l'espace, la conférence exprime sa grande préoccupation face à la récurrence des attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Elle adresse ses vives condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Soulignant l'importance de promouvoir une approche concertée et globale pour relever ce défi, la conférence salue la détermination de l'Union à faire face à l'insécurité grandissante. À cet égard, elle a pris connaissance du rapport du président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité. Elle instruit les États et institutions de l'Union à mettre en œuvre de façon diligente les directives issues de la 4e réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité du 15 novembre 2019. La conférence se félicite des avancées significatives réalisées dans la mise en œuvre de la politique de l'UEMOA en matière de paix et de sécurité. Afin de contribuer de façon urgente au financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire, la conférence a décidé une contribution immédiate de 5 millions de dollars US aux 3 membres de la ligne de front du G5 Sahel. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par l'UEMOA pour participer à hauteur de 500 millions de dollars US au financement du plan d'action de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO sur la période 2020-2024. Pour la mobilisation de ressources financières conséquentes sur le moyen terme destinées à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action suscité, la conférence a adopté un acte additionnel instituant un fonds régional de sécurité. Analysant la situation politique et sociale au sein de l'Union, la conférence se félicite de la bonne tenue du premier tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau, à l'instar des échéances électorales qui se sont déroulées précédemment dans certains États membres. La conférence forme le vœu que le second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau et les échéances électorales à venir dans d'autres pays de l'Union se tiennent dans un climat apaisé. Elle exhorte l'ensemble des acteurs politiques à privilégier le dialogue inclusif qui reste le moyen le plus sûr de dégager un consensus national et de mobiliser toutes les forces vives. La conférence exprime sa satisfaction au président et aux membres du Conseil des ministres de l'Union, au président de la commission de l'UEMOA, au gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au président de la Banque ouest-africaine de développement, au président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, ainsi qu'au personnel de tous les organes et institutions de l'UEMOA pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre des programmes et projets communautaires. Le professeur Judith Glidia, pour coller à l'actualité, est aussi revenu sur la soutenabilité de la dette. Invitée dans le 20h d'hier, elle en a expliqué les tenants et aboutissants. Suivez ici un extrait de ses propos. On n'entend pas soutenabilité de la dette, la capacité d'un État à rembourser ses emprunts. Donc c'est une question de solvabilité. Bon, on peut assimiler ça à la solvabilité de l'État. Ce n'est pas exactement la solvabilité parce qu'en tant que scientifique, si on va analyser les deux, il y a une nuance. Donc c'est ça la soutenabilité, la capacité que l'État a à rembourser ses emprunts. Pour l'évaluer, il est nécessaire d'apprécier les ressources
dont dispose l'État ou l'économie qui s'endette pour assurer donc le remboursement, mais également apprécie aussi les déterminants de la croissance de ces ressources. De la croissance de ces ressources, c'est fondamentalement ce qu'on peut retenir. Donc, est-ce que j'ai de quoi rembourser la dette? Comment on peut faire pour que je puisse le rembourser? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faciliter la croissance de ma capacité de remboursement? On va parler des perceptions du risque. En fait, quand on parle de perception du risque, c'est une vision du risque qui est engendrée par l'instabilité, de l'économie concernée. C'est-à-dire que si vous endettez, on regarde la possibilité ou l'instabilité de votre économie. Et cette instabilité s'apprécie notamment en regardant la vulnérabilité. Donc, pour apprécier la vulnérabilité, les experts se penchent sur, par exemple, dans nos pays africains, le caractère fondamentalement précaire, pour ne pas dire instable encore, des épisodes de croissance, quoi. C'est-à-dire que nos taux de croissance ne sont pas souvent stables et n'évoluent pas vraiment dans le temps. Ils regardent ça. Ils regardent aussi les conflits qui sont particulièrement aigus quelquefois, et donc il y a des risques de guerre civile dans nos pays, et plus encore avec les histoires de terrorisme. Et aussi, ils regardent cette faiblesse que nous avons, où nous sommes spécialisés dans l'exportation des matières premières, parce que les prix ne sont pas stables sur les marchés internationaux, et puis il y a aussi des risques liés aux produits de base. Donc quand on prend ces trois éléments, ça amène à se dire il y a des risques à prêter, à prêter de l'argent à ces États-là. Et donc, le spécialiste, lui, il peut surestimer, alors qu'en matière d'évaluation de risque, ce n'est pas facile, puisque quelle est la probabilité de réalisation de ces scénarios que lui, il fait? Et donc, si vous observez le président de la République, il trouve qu'on exagère dans l'appréciation, justement, des risques, parce que c'est des risques. Donc, il y a des risques que cela n'arrive pas. C'est ce qu'il faut retenir. Et surtout par rapport au conflit, où on remarque qu'il y a quand même une stabilité, une certaine stabilité dans nos États. Et malgré ça, c'est pas vraiment pris en compte. On traite tous les pays de la même façon. Et donc, ça amène les institutions comme le FMI et la Banque mondiale à élever le service de la dette, donc le taux d'intérêt ou le taux de remboursement de cette dette-là, ce qui n'est pas vraiment bien. Vous avez parlé des critères de convergence, qu'on appelle aussi les critères de Maastricht, qui sont au nombre de 4. Nous allons nous appesantir sur un des critères, puisque c'est de ça que le président de la République a parlé, mais je les cite d'abord. Donc, c'est la maîtrise de l'inflation. Il faut qu'il y ait une certaine stabilité de prix dans votre pays, parce que les critères de convergence permettent aussi d'apprécier l'économie. Donc, une stabilité de prix. Il y a maintenant la situation des finances publiques qui se décline en deux choses, le déficit public et puis le niveau de la dette publique. Et je reviendrai là-dessus. Il y a le taux de change auquel il faut faire attention. Il ne faut pas que vous dévaluez votre monnaie. D'accord? Et il y a enfin la convergence des taux d'intérêt. Je remonte pour parler de la situation des finances publiques qui a intéressé le président de la République. Donc, quand on parle de la situation des finances publiques, il y a deux aspects. Le déficit public, où on nous dit que ça ne doit pas dépasser 3% du produit intérieur brut de l'année passée, donc de l'année N-1. Et puis, il y a aussi le niveau de dette qui ne doit pas être au-delà de 60% de ce même PIB. Il l'a dit, si le président français, Emmanuel Macron, trouve que ce taux de moins de 3%, en tout cas inférieur ou égal à 3%, n'est pas objectif, ce n'est pas pour des pays en difficulté comme nous qu'on doit le maintenir. Plus de 13 milliards pour le ministère de la Communication et de la Poste en 2020. C'est le budget défendu par le ministre de la Communication, un budget qualifié de modeste et en baisse de plus de 10 milliards comparé à celui de 2019. Alain Orunla est passé hier mardi devant la commission budgétaire du Parlement. C'est un budget important, mais il n'est pas forcément à la hauteur des ambitions que nous nourrissons pour ce ministère. Il n'est pas forcément à la hauteur des impératifs que nous assignons à ce ministère, à savoir
la modernisation de l'ORTB qui est sous tutelle, la poursuite de la transition et du passage de l'analogique au numérique, que ce soit pour la télévision ou pour la radio, et la restructuration de la poste qui a été laissée un peu à l'abandon et que nous devons remettre au goût du jour. Je ne vais pas faire silence sur les autres organes ou organismes sous tutelle comme le FAPA par exemple, qui est le fonds d'appui à la production audiovisuelle. Nous avons besoin d'aider le ministère de la Culture, par exemple, pour booster l'œuvre de nos artistes locaux qui vont occuper donc ces différents sites et ces différentes télés que nous sommes en train d'élaborer pour demain. Donc, c'est un budget que je ne qualifierai pas de budget négligeable, mais il n'est pas considérable. Ce serait très bien que ce budget soit vu ou revu à la hausse afin de nous permettre d'aller vers l'exercice 2020 avec plus d'ambition, avec plus de sérénité. Je crois que les députés ont eu une oreille attentive parce que le ministère de la Communication et de la Poste, que le président de la République a su remettre au cœur de l'action gouvernementale, est un instrument, une institution qui intéresse les honorables et qui sont montrés particulièrement sensibles aux arguments que nous avons développés. Évidemment, il y a eu beaucoup de recommandations. Tous les députés présents ont fait part de préoccupations, mais nous ont accompagnés de leurs conseils, de leurs recommandations, des insuffisances qu'ils ont pu relever ici et là. Ils ont constaté la modestie du budget face, comme ce que je vous disais, aux impératifs de ce ministère qui est un ministère central. Je l'annonçais dans les titres, les pays membres de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest sont à Cotonou pour le compte de la 19e réunion du comité des ministres. Plusieurs rapports et communications vont faire objet d'études, notamment le projet de l'unité flottante initié par le Bénin. Ghislain Poguet, Alexis Kenom. Cette réunion du comité des ministres connaît la participation effective de Dédérioué Abli Bidamon, ministre togolais de l'énergie et des mines, et président du comité, de Owureku Aïdo, ministre ghanéen de l'énergie, et de Dona Jean-Claude Oussou, ministre béninois de l'énergie. Ils évalueront surtout à mi-parcours la mise en œuvre du système tarifaire intermédiaire mis en place il y a 1 an. Nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle période tarifaire avec des tarifs de gaz plus compétitifs. La présente rencontre permettra donc, entre autres, de discuter et de délibérer de cette importante question qui doit permettre de garantir, je dirais, la fiabilité et la durabilité du projet à travers des tarifs de transport encore plus attractifs. Mais avant toute évaluation, ce sont des succès obtenus que l'on se félicite. Nous nous réjouissons particulièrement des résultats positifs obtenus récemment dans l'exploitation et le développement du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Ces résultats ouvrent des perspectives très optimistes pour le secteur de l'énergie de la sous-région dans son ensemble. Les résultats positifs obtenus sont les fruits de la mise en œuvre du plan de sauvetage concocté au cours de la 13e réunion tenue à Abuja en 2016 face aux nombreuses difficultés de la société de gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. La barre est redressée donc et on pense même à l'extension du gazoduc. Compte tenu de la forte demande en gaz naturel exprimée dans la région pour la production d'énergie propre et à moindre coût, la CEDEAO a entrepris une étude pour l'extension de ce gazoduc jusqu'au Sénégal en passant aussi par les pays enclavés comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il est envisagé l'extension du gazoduc en 5 phases dont la première concerne l'extension vers la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le Bénin aussi, avec les nouvelles réalisations dans le secteur de l'énergie, a besoin d'augmenter son approvisionnement en gaz. Avec l'augmentation du parc de production d'électricité, nous avons plus que jamais besoin d'augmenter le volume de gaz dans le gazoduc et de sécuriser l'approvisionnement. Mais le gouvernement béninois est en anticipation. Le gouvernement du Bénin a initié le projet de construction d'une unité flottante de stockage et de regazéification et FSRU pour accroître la capacité du gazoduc et je dirais contribuer à garantir cette sécurité de l'approvisionnement en gaz tant attendue. En marge de la réunion, des consultations informelles entre les ministres sont prévues.
Le bureau départemental du syndicat national des conducteurs des véhicules gros porteurs est désormais installé à Parakou. C'est l'aboutissement d'une initiative du bureau national qui entend ainsi avoir une section départementale dans toutes les 117 communes du Bénin. Abdoulofou Idrissou et Dorcas Tito pour le compte-rendu. 10 janvier 2019, Gianni Infantino, président de la FIFA, est en visite au Bénin. Des accords sont signés, des partenariats annoncés. 11 mois plus tard, cette délégation de la FIFA est à Cotonou pour mettre en œuvre le volet football à l'école, un projet dont le Bénin est porteur et qui se retrouvait aussi dans les petits papiers de l'instance fêtière du football mondial. On était un petit peu en retard parce que le ministre des Sports fait déjà ici, c'est impressionnant. Et puis ça nous a encouragé de le faire. Vraiment, il nous a présenté le projet de football, de sport, pas de football, de sport au Bénin. C'est très très impressionnant. Et puis ça nous a encouragé vraiment d'utiliser, de lancer ces projets ensemble avec le gouvernement béninois. On a parlé de la mise en œuvre de cette convention. La FIFA, partenaire principal du projet autour duquel viennent se greffer la Fédération française de football et l'Agence française de développement. Le football à l'école, le Bénin y tient. Ce qui a été dit, c'est que par rapport à la FIFA, dans un premier temps, la FIFA nous accompagne en termes d'équipement, en termes de réfection des surfaces sportives, ce qui correspond à notre programme d'aménagement sommaire des sites pour mettre à disposition des infrastructures adéquates pour la pratique du sport pour nos lycées et collèges, ce que nous avons appelé les infrastructures de proximité, au-delà du programme des stades qui est déjà en cours sur le financement du budget national. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la FDI qui travaille déjà avec le Bénin vient autour de la table en disant « Nous nous engageons dans le programme et nous envisageons avec vous à terme la possibilité de contribuer au financement ». La prochaine étape, c'est que, à l'invitation du président de la FIFA, je vais me rendre à Zurich pour signer l'accord spécifique. Et ceci se passe au mois de janvier 2020. Et à la suite de cet accord, la FIFA rentrera de plein pied dans le programme de façon opérationnelle avec l'AFD et avec la Fédération française de football pour prendre en main le volet formation des encadreurs et formation des formateurs des 10 encadreurs. Football à l'école, c'est l'éducation à la pratique du sport roi et à ses valeurs. Au-delà du jeu, l'esprit préoccupe aussi. Vous avez plutôt suivi le reportage sur le football à l'école, un projet porté par le Bénin et soutenu par la FIFA et qui sera bientôt une réalité. La direction départementale du tourisme, de la culture de l'Alibouri a organisé une compétition des activités ludiques à Kandi. C'est un premier festival qui a réuni les inconditionnels du Scrabble, du jeu de dames et de l'Awali. Objectif, faire la promotion de ces activités dans les différentes communes de l'Alibouri. Lazare Migan, Ernest Tétégou. Ils sont venus des différentes communes, ces jeunes, pour participer à la première édition du Festival départemental des activités ludiques dans l'Alibouri. Un creuset qui réunit la jeunesse de ce département autour du divertissement. L'objectif visé par cette activité, c'est de promouvoir la pratique des activités cérébro-ludiques dans nos différentes communes. Et aussi d'amener les jeunes à aimer la pratique des loisirs sains. Plusieurs disciplines sont au menu de ce rendez-vous spécial, à savoir le Scrabble, le jeu de dames et Awali. Pour l'édition prochaine, l'ambition est d'ouvrir la brèche à d'autres disciplines, de quoi fédérer la jeunesse de l'Alibouri autour d'un idéal commun, celui de l'épanouissement et du bien-être. Nous pensons à l'avenir dans les perspectives, c'est que nous allons élargir les disciplines. Il y en a qui ont manifesté le désir de voir inscrit parmi les disciplines l'année prochaine la belote par exemple. Mais je tiens quand même à revenir l'année prochaine sur les génies en herbe parce que j'estime que c'est une activité qu'on peut faire au-delà du Bénin. Je remercie particulièrement mon ministre Oswald Omeki qui a voulu soutenir cette activité. L'année prochaine, peut-être comme on l'a fait une première fois et qu'ils ont vu que c'est du sérieux, l'année prochaine, on espère qu'ils vont mieux s'intéresser à ça et qu'on aura une plus grande cible. Ambiance conviviale et détendue.
Ces activités ludiques viennent à point, comme le relève ce festivalier. C'est que ça soit de façon perpétuelle et qu'on multiplie ça davantage, que ça soit aujourd'hui à Kandi, demain à Ségouana, à Karimama, un peu partout dans la Rivorie, pour que la jeunesse sente que le gouvernement est en train de faire quelque chose pour la culture et le développement de ces pays. En initiant ces activités ludiques, il s'agit d'éviter que la jeunesse de la Liborie tombe dans l'oisiveté et les jeux malsains. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.